That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui pour beaucoup de raisons, qui est des raisons toutes cinéphiles. Voilà, c'est la particularité. Elles sont toutes cinéphiles, ces raisons de dialoguer aujourd'hui avec Franck Beauvais. Bonjour Franck, comment allez-vous? Bonjour Samir, je vais bien, au lendemain de la réouverture des salles. Tout va bien. Vous avez été au cinéma sans indiscrétion ou vous attendez un petit peu? J'attends un petit peu. Je fréquente modérément les salles. Je sais ce que j'ai envie de voir. Ça va pas être pour tout de suite. Mais je me réjouis que ça rouvre tout de même. Voilà, mais pareil, c'est vrai que moi non plus, je suis pas forcément je suis pas un enfant de la salle de cinéma, malgré moi, mais c'est une très bonne nouvelle. Ne croyez surtout pas que je hurle est un film que vous avez réalisé en 2019. C'est un film que j'avais vu à l'époque, que j'avais trouvé extraordinaire. Et je suis très content que vous soyez là, que vous ayez accepté cette invitation par le biais de Microciné pour qu'on puisse en parler, même si beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses et de très belles choses ont été écrites aussi. Je pense notamment à un article de Muriel Joudet, par exemple, et entre autres. Mais je voulais quand même discuter un peu avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans ce film, qui peuvent parler aussi à n'importe quel genre de spectateur, mais aussi un peu aux cinéphiles. Et ça, c'est important, là aussi. Non pas qu'il faut catégoriser les spectateurs, pour le coup, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai ressenti et je voulais aussi en parler avec vous. Mais avant de parler de ce film important, qui d'ailleurs est disponible en DVD et en VOD, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc. C'est un groupe que vous connaissez particulièrement et qui nous a vraiment aidé, pour le coup, à tenir un petit peu psychologiquement pendant le premier confinement, qui a été peut-être assez costaud, celui-ci. C'est le fameux groupe La Loupe sur Facebook, dont je suis moi aussi membre. Et je voulais quand même un peu en parler avec vous, profiter que vous soyez là, parce qu'il y a aussi une continuité avec le film que vous aviez fait il y a quelques années de cela. Et comme je voulais juste 2-3 minutes là-dessus. Tout simplement, est-ce que vous êtes le seul fondateur de ce groupe ou il y en avait plusieurs? Non, absolument pas. D'ailleurs, je suis même pas un membre fondateur. D'accord. Eh ben voilà, c'est incroyable. Moi-même, au tout début du premier confinement, invité à rejoindre un groupe qui s'appelait pas La Loupe à ce moment-là, qui s'appelait, je crois, Échange de films, tout bêtement. Je reçois pas mal d'invitations pour aller sur des groupes. En général, je fais pas très attention à tout, j'ai pas le temps. Mais évidemment, là, j'étais un petit peu interloqué par le nom du groupe. Je suis allé faire un tour et j'ai découvert quelque chose de complètement et joyeusement anarchique, où s'échangeaient à peu près tous les films qu'on peut imaginer. Alors, je rappelle, pour situer, on était vraiment au tout début de la pandémie, avec tout le monde enfermé chez soi, très peu d'informations concrètes sur le virus. Donc tout circulait. Et moi, c'était une joie énorme d'arriver dans cet endroit où d'un seul coup, des drives étaient ouverts et où on pouvait avoir accès à plein de films invisibles autrement. Donc grande joie. Évidemment, ces choses-là sont un peu chronophages pour des cinéphiles, des cinévores qui tomberaient dessus par accident. Donc je me suis pas mal investi sur le groupe et effectivement, on s'est rendu compte, même entre membres, mais les fondateurs de l'époque, les administrateurs, eux-mêmes commençaient à avoir un peu peur de tout ce qui circulait sans régulation aucune. Et on s'est dit, avec eux, puisque j'étais actif, ils m'ont contacté, on s'est dit qu'il fallait un petit peu réguler tout ça, faire surtout que La Loupe soit pas un espace éphémère, mais qu'il puisse survivre au confinement, dans la mesure où on avait l'impression, c'est ce qu'on nous disait, qui répondait à l'attente et permettait à beaucoup de gens de tenir le coup.
Donc on a refondu ce groupe Échange de films en La Loupe, qui aujourd'hui est un groupe d'échange de films rares. C'est ce qui, dès le départ, nous tenait à cœur. C'était évidemment pas de faire circuler Harry Potter, on s'en fout. C'était de permettre à des films invisibilisés de ressurgir et d'être enfin vus par ceux qui le souhaitaient. Et on part au départ d'échanges de films. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus que ça. Enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours des films, précisons-le bien, qui ne sont ni disponibles en DVD, ni en VOD, pour lesquels il n'y a pas d'accès commercial en France. Mais c'est aussi un groupe d'échange d'idées, d'annonces, de requêtes diverses. C'est une communauté de cinéphiles, en fait, je crois. C'est exactement ça. Et j'essaie de faire une espèce de connexion aussi avec le film que vous avez réalisé en 2019. Mais ce groupe-là, parce que ça dit quoi aussi de notre rapport à l'image? Parce que je vous pose cette question parce que il est vrai qu'il y a eu comme ça une espèce d'évolution dans ce groupe, des images qui venaient de tout pays, de tous horizons. Et moi, ça me réconfortait énormément de voir que tout pouvait intéresser, alors que c'est vrai qu'on assiste beaucoup souvent à une uniformisation de l'image. Et là, mais ça venait vraiment, il y avait des choses, des images qui venaient de tous les pays. Et là, on se disait, ça y est, il y a une carte, il y a réellement une cartographie. Et c'est juste, ça pourrait être banal ce que je dis, mais je vous assure que la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était vraiment de soulagement. Oui, je crois que c'est cet accès à des films, encore une fois, qui ont été invisibilisés ou dont les circuits commerciaux n'ont pas voulu, de films qui sont pas restaurés, qui sont tombés dans l'oubli. Et on se rend compte qu'il y a quand même, sur les écrans, quels qu'ils soient, que ce soit la salle ou la télévision, il y a des tropismes qui gouvernent les lignes éditoriales, et que du coup, il y a des pans entiers de cinéma auxquels on n'a plus accès. Oui, la salle, c'est évident. Aujourd'hui, on voit ce qui sort, on voit les gros axes. De toute façon, il y a un axe anglo-saxon très très fort qui à l'international fonctionne très bien. On a réussi à préserver notre cinéma national en France. Dès qu'on essaye de chercher un petit peu plus loin, ou des formes aussi de cinéma, des formes plus militantes, ça devient plus dur. Ça devient plus dur. On peut les trouver encore un petit peu en festival quand on est une tête chercheuse. Mais c'est pas forcément ce dont les festivals se nourrissent le plus non plus. Donc, oui, des centaines de films qu'on voit plus et effectivement de provenance extrêmement diverses. On a pu voir des films soudanais, on a pu voir des films du Lesotho sur La Loupe, et ça me semble important parce que c'est dans toute cette diversité que le cinéma existe. Et moi, j'ai toujours grandi, je crois, j'ai grandi avec ma cinéphilie, elle s'est développée par la frustration d'habiter une toute petite ville de province où il n'y avait pas beaucoup de salles, de ne pas avoir accès aux films. Et de la frustration naît le désir. Et c'est ce désir-là qu'on essaye de transmettre, la curiosité qui va avec. Et c'est peut-être là que ça a répondu effectivement à certains manques assez frappants. Je vais vous poser une question que je pose très souvent à mes invités. Elle peut être un peu compliquée, mais peut-être que chez vous, elle ne sera pas du tout, vu que les images, vous êtes né vous êtes né avec des images très très vite, j'imagine, je pense. Est-ce qu'il y a une image comme ça qui est assez marquante, qui peut-être a un lien ou avec le rapport que vous entretenez aujourd'hui avec les images? Alors ça peut être un film, un extrait de film, ça peut être aussi un tableau, une photographie, bref, quelque chose qui est de l'ordre de l'image. Ou est-ce que vous avez déjà aussi réfléchi à ça, cette notion d'image marquante? J'y ai réfléchi. L'image et le film primitif, on va dire, primaire. C'est encore une fois, c'est lié à la frustration. C'est un film duquel on m'a arraché quand j'étais enfant. Je me souviens bien, c'était une soirée de Noël avec les adultes
qui prenaient l'apéritif dans un coin et les enfants devant la télé, sauf que quand est arrivé le moment du repas, on est venu nous extraire du salon et c'était en plein milieu de My Fair Lady de George Cukor. Et c'était... oui, c'était un arrachement. Je découvrais la comédie musicale. Je pense que je comprenais strictement rien à comment un film de comédie musicale pouvait être tourné. Mais c'était l'enchantement de la couleur, du Technicolor et de la musique. C'est l'arrachement à ça dont je me souviens. C'est peut-être le souvenir le plus lointain. Et donc avant même un souvenir de salle de cinéma. Oui. Le cinéma, ça a toujours été là pour vous? Ça a été là très très tôt. Ça a été là très très tôt par le biais de la télévision pour commencer. Et je dirais oui, à 10 ans, j'étais un bébé cinéphile, on va dire. Ouais, je peux comprendre ça. Je biberonnais, j'inspectais tous les programmes de télévision et je me promenais un peu comme ça avec quelque chose qui est... Bon, c'est lié à ma situation géographique de l'époque, mais c'est pas rien. Comme il y avait très peu de... J'étais enfant avant l'arrivée de Canal+, donc on avait 3 chaînes nationales et nous quelques chaînes frontalières. Et donc la télévision allemande. Et à la télévision allemande, j'ai pu voir enfant des choses assez étonnantes qui tranchaient avec ce qu'on pouvait voir chez nous. Donc les premiers films africains, les premiers Mizoguchi, qui de façon complètement sidérante étaient doublés en allemand. Mais c'était présent très tôt. Ouais. Et est-ce que vous avez été aussi sensible, et on va arriver très vite au film, mais c'est un lien, est-ce que vous avez été aussi très très sensible à d'autres formes de représentation de l'image? Je pense par exemple à la télévision en l'occurrence. Est-ce que c'était aussi quelque chose qui vous intéressait? La télévision? Oui. Pas forcément les jeux, hein, tout cela, mais je parle, vous l'avez bien compris, d'accord. À ce moment-là, mais comme la télévision, mais comme pourvoyeur de fiction. Ça pouvait être de la série. C'était un peu moins du téléfilm. Mais je pense qu'assez vite, le distinguo a été fait entre le cinéma, l'aspect fini d'un film, tout tient d'une narration en 1h30, comparé à la série. Je crois que j'avais choisi un camp. Et le reste de la télévision, non. À ce moment-là, c'était la fiction qui passait principalement par le cinéma assez vite. Et est-ce que vous choisissez aussi vos camps par rapport à celles et ceux qui transmettaient le cinéma, que cela soit par l'oral ou par l'écrit? Le camp, il n'était pas très très dur à choisir, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il y a eu Patrick Brion très 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 tôt. Je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, c'était essentiel. Il y avait Patrick Brion le dimanche, Claude Jean-Philippe le vendredi. C'était les rendez-vous importants. Et un petit peu plus tard, ce qui a été une révolution, la télé, ça devait être mes années de première et de terminale quand FR3 invitait le week-end la 7. Là, j'ai pu voir arriver des choses que j'aurais jamais imaginé pu voir sur un écran de télévision. Et ça, c'était une période cruciale, mais c'était un peu plus tard. Oui. Vous êtes réalisateur, vous avez fait pas mal de courts-métrages, et puis il y a ce film que vous réalisez en 2019. Bon, vous avez raconté, on connaît la genèse, donc suite à une déception amoureuse, vous retrouvez dans ce village en Alsace, et vous êtes seul, et puis surtout, vous ne conduisez pas. Ça, c'est un détail, mais c'est extrêmement important. C'est ce qui fera que vous allez rester comme ça dans cette maison. Bon, il va y avoir quelques allers-retours à Paris, mais vous restez quand même dans cette maison, et il se passe un truc, c'est que vous allez regarder à peu près 400 films. 400 films sur quelques mois, sur quelques semaines, on va dire plutôt sur quelques semaines, c'est beaucoup plus fort de dire ça comme ça. Et on peut comprendre qu'à un moment on se laisse aller, et quand vous regardez ces films, vous les regardez, c'est une question peut-être un peu vraiment trop cinéphile, mais vous les regardez de manière très aléatoire, ou il y a une idée comme cela ou... Alors, à ce moment-là,
Oh, il y a beaucoup de choses. À ce moment-là, d'une part, je savais que j'allais déménager au bout de ces 7 mois. Et donc, triais, euh, je triais mes DVD. Parce qu'il fallait faire de la place, on ne pouvait pas tout emmener. Évidemment, comme tout le monde, j'imagine, enfin, comme beaucoup de personnes, et c'est la même chose pour les livres, j'en ai toujours plus que je n'ai le temps d'en voir. Donc, ce qui décidait un peu de ce que j'allais voir, c'était d'une part ce tri des DVD et des Blu-ray à faire, et donc je dis dans le film, je télécharge beaucoup de films. C'était essayer les dossiers les plus lourds pour faire encore une fois de la place, cette fois sur les disques durs externes. Voilà. J'aime bien cette idée que quelque chose d'extérieur décide et que ce ne soit pas uniquement mon désir. Parce que parfois, on n'a pas toujours forcément envie de se lancer, par exemple, dans un film, dans un documentaire de 6h30 provenant d'une contrée obscure. Et je sais que si c'est pas une règle extérieure qui décide que le prochain film ce sera ça, je vais mettre trop de temps à y arriver à ce film-là. Donc ouais, j'aime bien avoir des petits guides externes qui décident à ma place, sachant qu'au départ, ce que je télécharge ou ce que j'achète, il y a quand même déjà un prisme d'effectuer. Mais je suis un spectateur. Je suis capable d'essayer, comme je dis, 5-6 films avant de trouver un film qui me convienne. Donc il y a beaucoup de choses éliminées très vite. Et c'est ça que j'allais vous demander, c'est le fait que lorsque vous regardiez ces films à la suite, vous les regardez dans la continuité ou vous permettez des séquences ici et là, où vous reveniez sur des séquences où vous jouez vraiment le jeu, c'est-à-dire que vous regardez tous les films dans leur continuité? Alors, les films qui sont utilisés dans Ne croyez surtout pas que je hurle sont ceux que j'ai vus en entier. Il y en a eu, je pense, 3 fois plus qui ont été arrêtés, que j'ai pas vu. L'idée, c'était vraiment d'utiliser ce que j'avais eu sous les yeux entièrement à un moment donné. Et du coup, je pouvais le prendre comme une matière quasiment documentaire, puisque c'est ce que j'avais sous les yeux au moment que j'évoque dans ma narration. C'était un peu ça le principe de départ, et de ne retravailler que des images de fiction aussi. Donc j'ai exclu volontairement du film les documentaires, les films expérimentaux, les films d'animation que j'ai pu voir pendant cette période-là aussi. C'est marrant ça, pourquoi vous excluiez vous excluez donc une forme de film qui est censé s'appuyer sur du réel et vous restez plutôt sur la fiction? Oui, je trouvais, c'est l'idée du détournement, moi, qui m'intéresse. Et donc, comme le projet avait quand même quelque chose de documentaire, même si c'est pas une forme documentaire classique à l'arrivée, c'est un projet documentaire, autobiographique, ça me semblait intéressant de partir d'une matière qui, elle, était entièrement artificielle, c'est-à-dire de films et de construction de fiction. Le détournement n'aurait pas été le même, ou une image de film expérimental qui est déjà une image travaillée, qui est déjà une image sortie d'un contexte traditionnel, elle aurait été trop forte et j'aurais eu l'impression de refaire ce qui a déjà été fait à l'intérieur de cette image-là. Là, pour moi, c'était plus intéressant de me dire tel film des années 40 avec Spencer Tracy, ce plan-là, cet insert-là, ce gros plan-là, va pouvoir dire quelque chose, de ce que j'ai vécu, plutôt que ça passe par des œuvres documentaires, oui. Mais je trouvais ça intéressant de le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire de prendre la somme des documentaires que j'ai vus et d'essayer de construire une fiction à partir de ça. C'est un exercice auquel je m'attellerai peut-être un jour, ça. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce film, il faut savoir que le dispositif filmique, tout simplement,
on parlait de ça, des films que vous avez vus, et vous prenez des images, et avec ces images-là, vous les collez une par une. De temps en temps, il y a des fonds noirs, et vous recollez, et puis il y a un texte en parallèle. Donc, il y a 2 éléments de mise en scène très, très forts, et vous racontez une thèse de journal filmé. Ça, c'est le film. Maintenant, et vous l'avez dit, c'est ça qui est très fort, c'est que les images que vous utilisez, sauf erreur de ma part, mais elles n'illustrent pas le texte. Ou alors il y a des petits moments comme cela, mais c'est vraiment des petits moments. On parle au début quand vous contextualisez là où vous êtes, c'est-à-dire en Alsace, donc il y a des petits voilà. Mais sinon, à part ça, il y a un moment qui se passe dans le film qui est, enfin très vite, assez rapidement, c'est que il y a ces images-là, donc les images, et puis il y a le texte, votre voix off qui est imperturbable. Et donc, ce sont vraiment 2 éléments de mise en scène et à aucun moment, il y a une illustration du texte. Et je trouve que le film prend un moment une orientation qui est juste quasi, l'ordre de la spiritualité. Il y a un truc fascinant, c'est qu'on se laisse totalement emporter et que je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la rétine, au niveau des yeux, mais il y a une espèce d'habitude qui fait que ça passe, et puis on suit, ça va pas trop vite. On croirait que ça va vite, mais ça va pas trop vite, et puis on arrive à tout suivre. Et moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est que lorsque vous regardez tous ces films suite à des quotidiens un peu mornes, j'imagine que vous n'avez pas du tout encore l'idée de faire quoi que ce soit. C'est juste vous êtes là et vous regardez des films, tout simplement. Ou le contraire. Elle arrive, j'en parle un peu dans le film. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai l'idée de faire ce film, j'en parle à mon producteur qui me donne plus ou moins le feu vert. Et donc, je dirais qu'à partir de 2 mois du récit, je sais que je vais faire un film de found footage. Et du coup, ça a aussi un peu orienté à ce moment-là le choix des films que j'allais voir. Je me disais que j'aurais besoin d'un certain contenu graphique fort, qui à ce moment-là m'orientait plus vers une typologie de films de genre. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gialli à cette période. Je savais que j'allais trouver des images fortes là-dedans. Je le sais à peu près au bout de 2 mois que ces images vont être réutilisées. Et je sais aussi d'une certaine manière, parce qu'avec le monteur du film, Thomas Marchand, on a déjà travaillé ensemble sur des courts-métrages qui retravaillent l'image. On dit des films de found footage, en fait, avant que Blair Witch Project ait détourné le sens premier du terme. Je sais aussi quel type d'image va être utilisé. Que je ne veux pas d'image avec des visages d'acteurs qu'on puisse reconnaître ou d'actrices. Que je veux sortir la star de l'image et ne retenir que des plans d'incidence, que des plans de transition, que des plans de coupe. C'est des plans sur lesquels on ne communique pas en général quand le film sort. Ce n'est pas du tout les photos d'exploitation, puisqu'on met en valeur ce qu'on vend, et ce qu'on vend, c'est quand même principalement le star system. Ces plans un peu perdus, presque subliminaux dans la grammaire de montage. C'est ça, je sais, qui va m'intéresser, et que le défi et l'enjeu va être de créer effectivement un rapport dialectique, une tension entre le texte et l'image, en passant par des figures de style, par la métaphore, par la synecdoque, par le contrepoint, par des associations diverses qui parfois sont des associations très très personnelles. Que telle image tombe sur tel mot, et il y a des moments où forcément il n'y a que moi qui comprend pourquoi, mais c'est jamais gratuit. Il y a aussi des moments, il y a aussi quelques moments purement illustratifs quand même, parce que je pensais que dans le travail du spectateur et cette gymnastique qui lui est demandée perpétuellement, alors ça a quelque chose de ludique, mais ça peut être aussi assez épuisant, j'imagine. Je pensais qu'il fallait des moments de ralentissement et des moments où, quand je dis je me promène dans les champs, on voit un champ. On n'est pas tout le temps dans le contrepoint non plus. Oui, mais ça choque pas.
cette illustration ne choque pas finalement? Aussi, c'est peut-être parce que c'est les images. Les images que vous choisissez, elles ont aussi un véritable sens. Elles sont pas de l'ordre de la publicité. Donc, on est vraiment sur autre chose. Et puis surtout, vous vous permettez des digressions extraordinaires où vous racontez un peu aussi. Pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais en même temps, c'est un moment aussi dur que beau, finalement. J'en suis désolé, mais c'est quand vous évoquez la mort de votre papa. Il y a quelque chose extra. Enfin, c'est un peu compliqué d'en parler, mais vous êtes dans une maison et ça se passe dans la maison. Et puis vous regardez Le ciel est à vous de Jean Grimillon. Et puis c'est à ce moment-là que votre père décède. Et puis il y a ce texte incroyable qui en plus travaille beaucoup sur la répétition. Il y a un rythme à ce moment-là qu'on ne trouve pas avant, mais qui arrive à ce moment-là. Puis on pense à plein de choses. Moi qui travaille un peu dans la critique, donc je peux ne pas penser à la maison cinéma de Serge Danet, à tout cela, à la cinéphilie, à Pasolini quand il dit que l'histoire, c'est les fils qui reprochent à leur père, un truc dans ce même genre. Donc il y a des choses comme ça que je ne peux pas ne pas y penser, et je me dis qu'il y avait peut-être que le cinéma qui pouvait vous permettre de raconter ce moment-là aussi dur que finalement cinématographique. Oui, je pense. C'est un flashback dans la narration, puisque alors ça se passe dans l'appartement. L'incident s'est passé dans l'appartement dans lequel j'étais. C'était important que ce soit là, d'une part, parce que ça colorait, ça teintait les jours que je passais dans cet appartement seul, le fait que ce soit l'endroit et devant l'écran de télévision où mon père était décédé. Je parle d'une présence fantomatique. Oui, et oui, ce lien paradoxal entre le cinéma, s'abandonner à la projection d'un film, vivre sa passion devant les images, et que ce soit lié soudainement à quelque chose comme la mort, c'était assez traumatique en fait. Je me suis pas rendu compte, je pense, quand j'ai entrepris le projet, à quel point ça allait être important, ça, et que ce trauma-là présidait sans doute au film. Oui. Le texte, votre texte, on peut le retrouver aussi chez Capricci. C'est un texte incroyable, et ce texte, j'imagine, a été écrit à partir du moment où vous saviez que vous alliez faire un film. Donc ça s'est fait aussi de manière progressive en parallèle. Ça s'est fait, c'était du tricotage en fait. J'ai d'abord extrait toutes les images, composé une banque d'images qu'on a classées thématiquement avec Thomas Marchand, le monteur, qui était une période très longue parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'images. Je crois que j'avais, je sais plus de 20 heures, en tout cas bout à bout d'images à trier. Et à partir du moment où ces images étaient indexées, alors là, on avait ça dans des dossiers qui allaient de thématiques comme la couleur rouge à répression, en passant par moyens de locomotion d'un côté et angoisse de l'autre. Ça couvrait plein de choses. On avait, je sais pas, 50 dossiers thématiques comme ça. Et une fois que ce travail-là a été fait, et que je connaissais bien le lexique d'images qu'on allait avoir à disposition, là seulement je me suis lancé dans l'écriture de la narration. Et une fois que ça a été fait, on est reparti en montage. J'avais enregistré une maquette au dictaphone de la narration pour avoir une petite idée de combien de temps ça durerait si je faisais pas trop de coupes. Et à partir de cette maquette-là, on l'a posée sur la table de montage. Il y avait le son et du noir à l'image, et on est allé boucher les trous, combler les noirs, et s'amuser un petit peu parce que c'est quand même j'imagine. Ce rapport,
le rapport du son à l'image, de toute façon, c'est une dynamique, c'est une dynamique fondamentale du cinéma. Et pouvoir travailler précisément là-dessus pendant 3 mois de montage, c'est contrairement au film qui lui-même n'est pas très très joyeux, disons. Le travail sur le film était très ludique et c'était un bonheur de tous les instants. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'il y a comme ça un rythme qui à aucun moment tombe à plat. Et je ne vous demanderai pas comment vous avez fait pour travailler le rythme, parce que c'est quelque chose peut-être de l'ordre de l'instant, j'imagine aussi, il y a cela. Mais par contre, il y a en plus de votre vie, donc de ce que vous vivez, il y a aussi, le film dit aussi quelque chose de la société dans laquelle vous évoluez, vous vivez. Et la société dans laquelle vous vivez, où je vis aussi, là, pour le coup, elle est vraiment pas très joyeuse. Et ça, il y a un lien qui est très fort aussi avec la cinéphilie aussi. Il y a cela peut-être. À savoir que cette cinéphilie-là, il y a un film que vous connaissez parfaitement qui s'appelle La prisonnière du désert de John Ford. Et il y a ce plan final où on voit Ford qui donc laisse Natalie Wood au sein de la famille, mais qui, lui, ne peut pas rester dans cette famille. Il est obligé de s'éloigner et de partir. Moi, quand j'étais gosse et que j'avais vu ce film pour la première fois, ça m'avait bien heurté. Plus je le vois, plus je le revois, et je me dis, c'est peut-être un peu ça. Il y avait un moment dans mon adolescence, j'avais l'impression que John Wayne était comme moi, c'est-à-dire cinéphile. C'est-à-dire qu'on est au sein même d'une famille, mais on a besoin d'être un peu seul. On ne peut pas forcément être. On doit être seul aussi. Donc, quand je vois ce film, il y a ce rapport à la cinéphilie qui est très forte et très passionnelle, mais il y a aussi cette société. Un cinéphile dans une société qu'il n'arrive peut-être pas forcément à vivre. Et il y a les images des autres qui peut-être l'aident. Oui, je crois qu'il y a une part de solitude ontologique chez le cinéphile. Même en salle, on est seul ensemble, mais c'est une addition de solitude quand même. Donc le cinéphile, il est citoyen. Un bon cinéma, il est politique d'une manière ou d'une autre. Donc, ça questionne le rapport au monde en permanence, le fait de voir des films et d'en faire, évidemment. Et là, il y avait un ras-le-bol à exprimer, effectivement, un gros coup de colère de ma part. Sur les états du monde, on va dire, pour aller vite, et sur ce que la France, en particulier, traversait à cette époque. On est à quelques mois après les attentats de novembre. C'est l'état d'urgence. D'ailleurs, on n'en est toujours pas sorti. C'est un autre urgence, mais on est toujours en état d'urgence. Et c'est une répression croissante et décomplexée des libertés individuelles qui commence à s'enraciner gravement dans nos sociétés ultra-libérales et dont on s'inquiète finalement de moins en moins, je trouve. Donc oui, j'avais envie de dire ma colère, mon désarroi, mon vertige par rapport à ça. Mais je pense pas, heureusement, être le seul. Mais si on parle de soi et en tant que cinéphile, je pense que c'est... D'une part, ce serait pas très intéressant d'être dans une attitude solipsiste. Et je pense vraiment que fondamentalement, le cinéphile, il regarde aussi le monde. Donc, pas parler de ça... parler de l'amour du cinéma ou travailler à partir de l'amour du cinéma, je pense que c'est compliqué de ne pas faire œuvre politique, ou en tout cas, encore une fois, de ne pas regarder le monde en face. J'ai pas forcément réussi à relever certains titres de films quand vous regardiez le monde, mais quand vous regardiez ce monde, les images que vous utilisez à ce moment-là, est-ce que ce sont des images de films contemporain de ce que la France vit, où vous avez utilisé volontairement, délibérément, des images provenant de films beaucoup plus, pas anciens parce que ça ne veut rien dire, mais des films qui ont été faits bien avant?
le corpus, il est constitué principalement de films de patrimoine. Il y a quelques films contemporains. L'idée n'était pas sur les événements contemporains d'avoir des images contemporaines. De toute façon, je me dis vraiment qu'un plan d'un film muet des années 20, selon ce qu'il représente, peut très bien me parler de la situation d'aujourd'hui. C'est tout le pouvoir de l'image comme métaphore et de faire confiance en l'intelligence et au sens poétique du spectateur. Non, c'est arrivé que ça se rejoigne sur peut-être sur un ou deux films, mais non, on peut parler d'attentats en France avec des images de films allemands des années 70, aussi bien qu'avec une image issue d'une comédie italienne des années 30. C'est ce tricotage-là qui est, encore une fois, stimulant et qui est la base de ce pourquoi j'aime le cinéma, c'est qu'il continue à me parler très fortement de moi et du monde à travers les années. Je vois des films des années 20 aujourd'hui qui me parlent beaucoup plus du monde contemporain que nombre de films contemporains me le font. Qui sont... comme on est de plus en plus dans un marché de cinéma, une industrie qui assume pleinement la notion de divertissement, distraction. Hein, moi, j'ai toujours l'impression qu'on essaie de nous faire détourner le regard de quelque chose. On parle de cinéma mainstream. C'est-à-dire, voyons ce dont le film parle. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce dont il ne nous parle pas, parce que c'est là que le bas blesse, en général. C'est le principe de la distraction. Hein. C'est faire que notre attention soit portée sur autre chose. Moi, ce qui m'intéresse à l'intérieur de ces films-là, qui pourraient être des films de distraction, de ramener quelque chose qui va nous confronter tout de même au monde dans lequel on vit et aux événements qu'on traverse. Ce serait donc pour mieux voir ce monde, finalement. Pour mieux voir ce monde, et pour constater à quel point, cette magie, encore une fois, d'avoir des images, si en tant que spectateur on est suffisamment ouvert et perméable, de se rendre compte à quel point les films anciens nous parlent tout aussi bien d'aujourd'hui par des détours, parce que c'est un plan, c'est un mouvement de caméra, à un moment, c'est quelque chose qui me renvoie à une image contemporaine, à un traumatisme contemporain, à des discours contemporains. Il y a une continuité, évidemment. Le cinéma, ça n'est jamais que le cinéma au temps présent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un art du présent. J'ai commencé avec La Loupe, je vais terminer avec La Loupe. Cette impression aussi, je parle vraiment du premier confinement parce que c'est comme vous l'avez dit, c'était une période très particulière, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait rien. Et donc, on était un peu dans le flip. Mais j'avais cette impression que tous ces gens-là, dont moi, vous, tous, voilà, nous avions envie de voir une certaine image pour pouvoir, d'une part, rester en vie, se sentir exister, se sentir être en vie, et puis surtout pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Mais c'était vraiment une certaine image, pas toutes les images. Oui, ça c'est très personnel. Je pense qu'évidemment, chaque membre, chaque spectateur a eu à ce moment-là un besoin d'image par rapport à ses propres questionnements. Moi, je sais que le début du confinement, j'ai éprouvé un réel rejet de la fiction hollywoodienne classique, par exemple. C'est toutes les conventions et tous les artifices sur lesquels repose le cinéma hollywoodien classique, qui me pose en général aucun problème, me devenaient insupportables. J'ai essayé d'analyser ça. La fiction, la lourde machine de fiction me devenait insupportable. Je me suis dit, c'est une analyse un petit peu rapide de la question, mais
qu'on vivait, on traversait une période de storytelling permanent chez le politique et de produire de la parole. Et donc, quand on ne sait pas de quoi on parle, ce qui était vraiment le cas à ce moment-là, de produire de la fiction. Moi, j'ai eu besoin de formes documentaires à ce moment-là, de formes militantes, et aussi parce que ce confinement, je pense, a joué, surtout au début, sur nos capacités de concentration. Je suis retourné à des formes plus courtes de films aussi. Je continuais à voir beaucoup de films, mais je me rendais compte que mon attention sur un film de 2 heures, c'était extrêmement compliqué de la retenir. Elle a été détournée par plein de choses extérieures. Alors j'en ai profité, moi, pour m'engouffrer dans du cinéma expérimental, du cinéma plus abstrait, du cinéma de la contemplation aussi, avec, oui, pendant 2 mois, un rejet quasi systématique de la narration. J'ai l'impression qu'on nous racontait trop d'histoires, du côté de la politique, des communicants et des médias, pour de moi-même volontairement signer un pacte avec la fiction en tant que spectateur. Ça, c'est de la façon dont je l'ai vécu moi. Je pense qu'il y a eu des spectateurs qui ont eu un besoin, ça on s'en est rendu compte au tout début, de voir énormément de films qui traitaient de tous les genres qui soient d'ailleurs, qui traitaient de pandémie. On a vu le retour du Contagion de Soderbergh, qui est très demandé. Bon, chacun l'a vécu différemment, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a modifié pour tout le monde sa perception des films à ce moment-là. Je crois que ça a bien évolué d'un confinement à l'autre et qu'on est revenu à une sorte de normale. On est prêt là à recevoir les 450 films de fiction qui attendent dans les sacs des distributeurs. Ça va être terrible, ça. Ça va être terrible. Juste une question extrêmement indiscrète, vous pouvez ne pas y répondre, mais est-ce que vous avez profité de ce premier confinement pour prendre la caméra et filmer? Alors, non. Non. J'étais en phase d'écriture. C'était un petit peu difficile aussi d'écrire dans ces conditions-là. Ce qui est difficile, c'était de se projeter dans un monde où je pourrais à nouveau tourner avec une équipe, puisque c'est un projet de tournée, le prochain. Je ne fais pas que voler les images des autres, il m'arrive Je n'ai jamais dit ça. Il m'arrive d'en faire aussi. Je projetais une équipe de tournage masquée, c'était quelque chose d'impossible. Donc, je me suis lancé dans une écriture en me disant je la souhaite la plus lente possible. On va tout ralentir parce que ce que font mes camarades, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, tourner dans ces conditions-là, c'est pas imaginable, c'est pas concevable pour moi. Donc j'ai traîné, le confinement a dure encore. Avec un peu de chance, j'arriverai au bout quand on pourra travailler sans masque. Mais j'ai pas fait d'images. J'ai vu beaucoup des images de confinement, j'ai vu des choses très belles. Mais l'envie de faire de l'image, non. Ne croyez surtout pas que Je Hurle est disponible aujourd'hui encore en DVD, et c'est tant mieux, et en VOD. C'était Franck Beauvais. Merci beaucoup, Franck, d'avoir pris le temps de revenir sur ce film que vous avez fait déjà depuis un certain temps. Et c'était un plaisir vraiment de dialoguer avec vous et de parler aussi de la loupe et de ce rapport à l'image qui nous unit un peu tous. Merci beaucoup, Franck. C'était vraiment un plaisir. À très vite. Et c'est parti pour le générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.